Bonjour et bienvenue dans ce cours de l'UE l'IFAP4 qui s'intitule Conception et développement d'applications. Dans son premier cours, nous allons nous intéresser au chapitre de conception et gestion de projet. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, un petit bilan du placement de l'UE par rapport aux yeux du programme d'algorithmique et de programmation de la licence. Vous avez vu, pour la plupart d'entre vous, en l'IFAP1, les notions de base d'algorithmique et de programmation, donc création de fonctions, de variables, passage de par paramètres, les tableaux, etc., etc. En l'IFAP3, l'année suivante, vous avez appris un petit peu plus sur la programmation et l'algorithmique, avec par exemple la conception et la modélisation en classe, des structures de données un petit peu plus évoluées, comme les listes chaînées, les piles, les fils, les arbres, hein, les tableaux dynamiques, et puis également un petit peu d'algorithmes tels que les tris. Dans cette UE, l'IFAP4, vous allez mettre tout ça en pratique avec le développement d'un petit moyen projet, en mettant en application voilà, tous ces principes de programmation et d'algorithmique que vous avez vus dans les UE précédentes, principalement l'IFAP1 et l'IFAP3. Et puis, ça vous prépare aussi à l'UE l'IFAP4 de la troisième année, qui s'intitule Algorithme et complexité, qui va un petit peu plus loin dans l'évaluation de la qualité et des défauts des algorithmes et l'étude de leur complexité. Alors, dans ce chapitre-là, où on va parler de conception de projet, on va d'abord définir ce que c'est qu'un projet dans notre cadre à nous ici. Donc on va appeler projet un ensemble d'actions qui sont à entreprendre par les personnes qui le développent. Ce projet, donc ces ensembles d'actions qui vont créer le projet sont là pour résoudre un besoin particulier qui doit être défini du coup. Ceci dans des délais qui sont fixés, donc une date de début, une date de fin, éventuellement un temps qui doit être écoulé, et qui doivent mobiliser un certain nombre de ressources, donc que ce soit évidemment des ressources humaines, donc le nombre de personnes et qui doit y travailler, ou des ressources matérielles, donc voilà, de quel matériel physique on a besoin pour réaliser notre projet. Tout ceci a un coût, donc on doit mettre en place un budget pour ce projet, et on appelle livrables tous les résultats intermédiaires qui sont attendus dans ce projet, et donc évidemment le résultat final du projet est un des résultats. On appellera maître d'ouvrage la personne qui est demandeur du projet, donc c'est un petit peu le client, si vous voulez, qui veut que le projet soit réalisé. Et on va le distinguer du maître d'œuvre, qui est la personne qui va réaliser le projet. Donc ce sont des termes qu'on va reprendre dans la suite de tout. On va maintenant, avant de regarder un petit peu les différentes méthodes de conception de projet, essayer de regarder un petit peu quels sont les problèmes classiques qu'on observe lorsqu'on réalise des projets. Et évidemment, ici, le but de cette UE-là, c'est de se placer dans un cadre particulier de projet, qui est le développement logiciel. Donc il y a énormément de spécificités à un développement logiciel. Donc on va regarder un petit peu quelles sont ces spécificités et quels sont les problèmes qu'on rencontre classiquement et peut-être quelques pistes sur comment les résoudre. Donc les problèmes classiques en développement logiciel, il y en a beaucoup. On peut en noter certains. On passe d'abord déjà beaucoup de temps en général, donc les développeurs logiciels passent beaucoup de temps à refaire des choses qui ont déjà été faites. Alors soit parce qu'ils ne savent pas que ça a déjà été fait et que c'est disponible, soit parce que c'est pas accessible, ils savent que ça existe mais ça n'est pas accessible ou trop cher à l'achat, etc., etc. Donc il y a énormément, hélas, de pertes. Alors c'est parfois on ne peut rien y faire, parfois on peut y faire quelque chose. Et évidemment, tout ce temps qui est perdu à refaire des choses qui ont finalement déjà été faites par quelqu'un est très bien, amène évidemment une perte d'argent pour avoir ce temps de dépenser. Hélas, génération après génération, également les développeurs logiciels, on va dire les informaticiens de manière générale, refont souvent les mêmes erreurs. Donc là, la transmission du savoir-faire n'est pas forcément très optimale. Nous, évidemment, à l'université, on s'en aperçoit beaucoup et on fait aussi partie du problème de peut-être de pas avoir une transmission parfaite du savoir-faire d'informaticien.
Beaucoup de choses s'apprennent sur le tas, et c'est vrai que ça se remarque, et évidemment dans le domaine privé du développement logiciel, ça se remarque aussi également. La maintenance du logiciel de manière générale est assez difficile à faire de par la nature du logiciel et de l'environnement autour du développement informatique. Il y a beaucoup de manques de standards qui sont communs à tout le monde, de manière plus que nationale, mais vraiment globale, internationale. Il manque beaucoup de standards un peu partout dans le développement logiciel, ce qui fait que voilà, tout le monde fait un petit peu de son côté, et c'est assez difficile de faire de la maintenance sur des choses qui sont très différentes de partout. Donc lié à évidemment tout ça et d'autres facteurs, finalement le développement logiciel de manière générale est assez cher. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, un savoir-faire technique également. Et donc c'est pour ça que c'est un domaine qui est relativement indispensable, mais qui est assez difficile à mettre en place. Et du coup qui coûte assez cher aux entreprises demandeuses de développement logiciel. Les logiciels requièrent, encore une fois, de par la nature de l'environnement informatique, une certaine flexibilité, qui n'est pas forcément le cas dans la conception de projet dans d'autres disciplines, parce que ça s'appuie très très souvent sur des technologies qui évoluent très rapidement. Les langages, on va dire de programmation de manière générale, évoluent. Il y en a beaucoup qui se créent régulièrement parce qu'une technologie nouvelle apparaît. Ce qu'on appelle l'intergiciel, le middleware en anglais qui est un peu plus utilisé, évolue aussi très très rapidement. Avec aussi le changement des composants, donc le hardware qui évidemment a son propre développement, qui conduit un petit peu toutes ces choses et qui les font aller vers l'avant, et qui demande du coup énormément de changements à toutes les étapes, toutes les couches logicielles. Évidemment, voilà, tout ce qui est lié à tous ces changements, les protocoles et les composants, évidemment, tout ça évolue très, très rapidement. Et donc, du coup, évidemment, tous les logiciels qui se basent sur ces choses-là, qui sont des briques de base, évidemment, lorsque ces briques de base changent, eh ben, il faut que le logiciel le change aussi. Donc, du coup, il faut que dans la conception elle-même du logiciel, il faut toujours que l'équipe de développement pense à la flexibilité et la capacité à passer d'une technologie à une autre. Et c'est assez difficile à faire. C'est fait très régulièrement, des refontes et des changements de version dans les entreprises. C'est fait de manière très très régulière, changement de technologie, de refonte ou de changement de version. Et il y a énormément de temps qui est passé à faire ça. Donc si la conception du logiciel a été pensée d'une manière où c'est facile à faire, et ben c'est pas plus mal. Donc, mais il faut évidemment l'avoir prévu et y avoir réfléchi avant. Donc là, c'est-à-dire que la plupart, voilà, des applications qui sont écrites actuellement, développées actuellement, leur but c'est de pouvoir survivre à des changements technologiques qui vont forcément arriver prochainement dans le futur. Donc c'est toute une stratégie d'entreprise à mettre en place, et qui n'est pas forcément toujours faite autant qu'il faudrait, parce qu'on peut imaginer qu'au début, on peut imaginer ça comme un peu une perte de temps, et d'aller un peu plus directement au développement final d'un logiciel qui marche pour une technologie donnée, mais c'est pas forcément à long terme une bonne stratégie. Euh, Évidemment, tous ces problèmes-là interviennent d'autant plus que le logiciel est grand en taille. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un logiciel de grande taille ou de très grande taille? Si on essaye de le définir un peu quantitativement, on peut dire en gros, voilà, si le code est écrit en C, c'est du 100 000 lignes. Si c'est avec des classes, donc Java, C++, autres, c'est plus de 1000 classes. Donc vous, en l'IFAP3, vous avez été jusqu'à faire un mini projet avec un programme principal et alors
3 classes, sans doute parce qu'un arbre avait besoin de faire de parcours, qui avait besoin d'une pile et donc du coup d'une liste ou d'un tableau dynamique ou une file. Donc du coup vous aviez allez, 3-4 classes qui se battaient en duel pour pouvoir exécuter du code sur un arbre. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait des projets personnels où il y avait un peu plus de classes que ça. Mais donc pour l'instant, évidemment, c'est pas, vous n'avez pas a priori, en tout cas dans le cadre de votre formation, pas du tout été impliqué dans des projets, des logiciels de même moyenne classe, évidemment des très grandes tailles, de plus de 1000 classes. Évidemment, c'est très difficile de manipuler des logiciels de cette taille. Donc ce que ça veut dire, donc ça c'est quantitativement, mais ce que ça en fait veut dire qualitativement, c'est que c'est impossible pour une seule personne, pour un développeur, d'avoir tout le code en tête et d'être capable de savoir où est implémentée chacune des fonctionnalités du logiciel. Donc ça veut dire que du coup il faut avoir un travail en équipe, donc il y a beaucoup de programmeurs, de développeurs, et que voilà, tout ça c'est partagé entre tout le monde. Et qu'il peut pas, c'est assez difficile, c'est souvent impossible d'avoir une personne référente qui va être capable de guider les développeurs pour trouver où et quoi. Donc du coup, ça demande à chacun de faire un effort. La chose qui est du coup par contre plutôt positive, c'est que évidemment les très grands logiciels, il a fallu forcément beaucoup de temps pour les créer, puisqu'il a fallu écrire beaucoup de code. Donc du coup, ça veut dire que tout ce temps qui a été investi pour créer ce gros logiciel, son intérêt, c'est que du coup, le logiciel va sans doute potentiellement avoir une grande durée de vie. C'est-à-dire que évidemment, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, et que si un concurrent essayait de développer le même logiciel, ça lui demanderait aussi beaucoup de temps pour le faire. Donc du coup, a priori, si vous êtes le premier et qu'il est assez gros, vous devriez être capable de survivre assez longtemps. Évidemment, le pendant de ça, c'est que ça demande un investissement qui est assez élevé, donc en argent, mais aussi évidemment en besoins matériels et humains derrière. Le plus gros problème avec ça, avec le fait que voilà, avec un gros logiciel avec beaucoup de classes et donc l'impossibilité d'avoir tout en tête, d'avoir une vision globale de l'architecture entière de tout le logiciel, c'est que il est maintenant quasiment impossible de le faire évoluer de manière assez structurante, de casser la structure, l'architecture globale pour la faire évoluer. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le coût de re-engineering va être juste beaucoup trop cher à payer pour être fait. Donc ça veut dire que si on s'aperçoit que l'architecture globale est pas bonne ou qu'on veut faire des changements majeurs dans la conception du logiciel, et ben on va juste pas être capable de le faire. Et donc du coup on va juste pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, trop d'argent. Et donc on va préférer avoir un logiciel qui fonctionne pas forcément très bien, ou qui n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on voudrait avoir, ou qui n'utilise pas les dernières technologies, donc qui n'est pas forcément le plus performant. On va préférer garder quelque chose qui marche pas bien, quitte à un petit peu le patcher de ci, de là, plutôt que de passer des semaines, des heures, des mois, des années, ça dépend un petit peu ce qu'on voudrait faire, à tout casser pour essayer de tout refaire mieux, ou avec une autre technologie, ou de manière plus performante, etc. Donc ça veut juste dire que c'est devenu trop gros pour être changé entièrement. Donc du coup, ça entraîne un gros problème de flexibilité et d'adaptabilité du logiciel. Des petits exemples de ces gros logiciels ici. Donc plusieurs domaines d'application, deux assez classiques qui sont le domaine scientifique et le e-business. Dans le domaine scientifique, c'est les gros calculateurs, on va dire. Donc les gros logiciels qui demandent beaucoup de calculs et qui ont en général du coup avoir assez peu d'utilisateurs, en tout cas d'utilisateurs en même temps. Donc c'est un logiciel qui est plutôt, l'architecture du logiciel est plutôt centralisée, ou alors fortement distribuée s'il y a beaucoup de calculs qui peuvent être faits de manière distribuée. Les langages associés, c'est plutôt des choses voilà, qui sont assez performants, donc plutôt compilés, performants, optimisés pour la machine. Donc plutôt des langages voilà, type Fortran, C++, donc des simulateurs numériques en gros, voilà, si vous voulez, météorologiques, astronomiques, voilà, des simulations numériques de manière générale. Et un autre domaine peut être le e-business, où là par contre le système est hautement distribué, où il y a énormément de clients qui vont vouloir faire des choses en même temps.
Donc là, les langages associés, c'est plutôt des types Java ou C#, donc c'est des choses qui sont plutôt à interpréter. Donc par exemple des serveurs web, donc de e-business, donc d'applications d'e-business, assez classiquement, qui sont aussi des logiciels souvent de très grande taille. Donc ils ont des problématiques différentes, donc la conception quand même va être très différente entre ces différents logiciels ici. D'accord, donc ça c'est un petit peu pour présenter les problèmes. Alors on commence un petit peu par les mauvaises nouvelles, c'est pas bon, voilà, c'était une façon de faire. Mais vous y serez sans doute confronté d'une certaine manière ou d'une autre dans votre futur si vous vous destinez à travailler dans ce domaine du développement logiciel. Vous serez amené à repérer que voilà ce genre de problématique. La bonne nouvelle, c'est que finalement, on le sait, ça, que ces problèmes-là existent, et qu'on peut essayer, au moment de la conception du logiciel, d'y penser un petit peu à l'avance pour essayer de minimiser le risque d'arriver sur ces problèmes. Et donc du coup, ce qu'il faut mettre en place pour être capable d'avoir une vraie méthodologie de conception logicielle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une méthode de conception. Donc on va en voir quelques-unes ensemble. On va plutôt les voir en partant du modèle le plus simple, le plus basique, jusqu'au un peu plus évolué. Ça suit à peu près l'ordre chronologique aussi du développement de ces choses-là dans l'histoire. Et en commençant par des méthodes de conception qui ont été utilisées en dehors de l'informatique, parce qu'évidemment les projets informatiques c'est plutôt même la dernière des disciplines à avoir utilisé des méthodes de conception. Et donc on va en voir ici quelques-uns, le cycle en cascade, itératif, en V, en spirale, la méthode agile, en donnant quelques spécifications de chacune de ces méthodes de conception. Et donc on va commencer par la première qui est le cycle en cascade. Donc c'est une méthode, c'est juste un procédé si vous voulez, donc une succession d'étapes à suivre d'un point de départ à un point d'arrivée pour pouvoir avoir notre projet qui est fonctionnel à la fin. Donc ces étapes de cycle en cascade, elles sont notées ici. Donc on va commencer par analyser le besoin, donc alors potentiellement c'est un client qui donne l'analyse du besoin, qui explique ce qu'il veut, et donc du coup les spécifications de ce qu'on veut avoir, et donc typiquement les fonctionnalités de notre logiciel. Ça va passer d'abord par une conception architecturale, donc une conception de haut niveau de notre logiciel. Donc pour être capable de répondre à ces besoins, on va créer la conception haut niveau, on va décrire comment, de manière générale, on va être capable d'atteindre ces objectifs, ces besoins. Lorsqu'on aura cette conception au niveau, on fera ensuite la conception détaillée. Donc là, on ira vraiment à l'intérieur, typiquement des classes, si vous voulez, ou des entêtes des fonctions, où on va dire, ok, pour être capable d'avoir un module qui fait un tableau dynamique, je vais m'écrire une classe tableau dynamique qui aura comme fonctionnalité d'ajouter un élément, de supprimer un élément, etc. Donc ça, c'est la conception détaillée. Donc le fait d'avoir besoin d'un tableau dynamique, c'est la conception un peu plus haut niveau, et le fait de savoir comment on va implémenter quelle fonctionnalité exacte on va avoir besoin dans notre tableau dynamique, ça c'est la conception détaillée. Ensuite, il y a l'étape de codage, donc qui est du coup va écrire l'implémentation vraiment de toutes ces conceptions détaillées. Donc en gros, on va écrire le code de chacune des fonctions qu'on veut avoir, par exemple. C'est à peu près ça le niveau dans lequel on parle là. Une fois qu'on aura fait ce codage ici, cette implémentation, on va le débugger pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc un processus d'assurance qualité, on peut appeler ça comme ça, de manière un peu plus générale, autrement que ça c'est des termes qui sont utilisés évidemment aussi en dehors du développement logiciel. Lorsqu'on aura fait ce débugage là, on pourra déployer la solution chez le client et on pourra faire les tests finaux et utilisation du logiciel chez le client. Donc on appelle ça du coup un cycle en cascade parce que ça forme un petit peu une cascade. Vous allez voir que les noms des différentes méthodes de développement sont assez explicites. On comprend assez bien, voilà, c'est assez intuitif comme nom. Donc c'est un modèle en fait qui est ici pas du tout de l'informatique, qui est aussi plutôt du bâtiment. Donc on va vouloir créer du bâtiment, on va analyser les besoins, on va écrire
dans un document formel, on va faire les plans si vous voulez, et puis ensuite on va passer à la conception, on va résoudre les petits problèmes locaux, et puis ensuite on aura notre bâtiment qui aura été créé. Et évidemment, il est dans le bâtiment interdit de tout casser notre immeuble à la fin de la cascade si on s'aperçoit qu'il y a eu un problème quelque part. On va évidemment faire en sorte qu'on ne passe que à l'étape suivante lorsqu'on est sûr que l'étape actuelle est finie et fonctionne. Donc ça marche pas bien en informatique, ça marche plutôt pas mal dans le bâtiment du coup, mais ça marche pas du tout bien en informatique, en particulier parce que la phase d'implémentation, de codage pour nous, peut entraîner des changements, des bugs assez conséquents qui vont nous faire penser qu'il faut changer la conception. Et donc du coup, il faut revenir en arrière. Donc évidemment, dans le bâtiment, c'est pas possible. Encore une fois, on va pas casser les choses qu'on a construites. Par contre, en informatique, c'est tout à fait imaginable. On peut tout à fait, évidemment, revenir sur un bout de code qu'on a écrit et réexécuter, et redébugger, etc., etc. Donc du coup, cette méthode de conception est assez peu réaliste pour l'utiliser en informatique parce qu'elle est très peu flexible. Et en informatique, on est très flexible, donc on va pas faire ça. Donc le modèle suivant qui est basé sur celui-ci, donc, et on verra que c'est toujours comme ça, hein, c'est le modèle qu'on va présenter, sera toujours basé sur le précédent en essayant de l'améliorer un petit peu. Donc là où on va s'autoriser à revenir en arrière. Donc en gros on a les mêmes étapes, donc analyse des besoins, conception haut niveau, conception bas niveau, codage, débugage, déploiement test. Et puis une fois arrivé à l'étape numéro 7 du test, on va avoir une première version de notre logiciel. Et on va regarder si finalement le logiciel qu'on a à la fin, il remplit bien les besoins, donc l'étape 1, les besoins et les spécifications du client. Donc le client va nous dire effectivement oui, ça correspond bien, parfaitement, ou non, non, ça ne correspond pas exactement. D'ailleurs, le client a très bien pu changer un petit peu d'avis entre temps. Et donc du coup, on va faire une itération avec le client et ça va nous donner, on va repasser les 7 étapes les unes après les autres en passant à la prochaine que si la précédente est validée. Et puis on aura comme ça une deuxième version, une version numéro 2, et puis on va recommencer, on va revenir au numéro 1, et puis lorsqu'à un moment donné, en 7, le client est complètement satisfait de son logiciel, de son produit, alors on a fini. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est que ça ne permet pas, ça quand même demande de recommencer l'entièreté des 7 étapes à chaque fois qu'on a quelque chose à changer. Donc du coup c'est encore un petit peu limitatif dans le sens où on pourrait imaginer que un bug ou un test quelque part nous fait penser que une implémentation particulière est déficiente, mais que le reste des étapes a quand même été fait correctement. Donc du coup, on va passer à une méthode de conception un petit peu plus évoluée, qui est le cycle en V. On va voir parce que du coup, ça forme la forme d'un V. C'est ce que vous voyez à l'écran. Où vous avez à gauche, étape par étape, la conception de plus en plus détaillée. Et puis à droite, vous avez la remontée des tests qui correspondent à chacune de ces étapes. Donc du coup, il y a à peu près les mêmes étapes que précédemment. Donc on va commencer par analyser les besoins. Ça va nous donner des spécifications. Ces spécifications vont nous permettre de faire une conception architecturale au niveau de notre logiciel. Et ensuite, on va passer à une conception détaillée en faisant des choix. Et puis cette conception détaillée, on va la mettre en œuvre en codant tout ce qu'il faut coder. Et puis lorsqu'on aura fait le codage de toutes les fonctionnalités de notre conception détaillée, on va les tester. On appelle ça des tests unitaires, parce que chacun a typiquement des modules ou des classes, ça dépend de la granularité qu'on donne ici à notre conception détaillée. Mais en gros, tous les modules différents, indépendants qui sont dans la conception détaillée vont être testés de manière individuelle, c'est pour ça qu'on appelle ça unitaire. Et si un test ne passe pas, donc si on s'aperçoit qu'il y a un problème quelque part, et bien à ce moment-là, on va changer la conception détaillée. On va changer le codage de cette conception-là. Et puis si tous les tests unitaires de chacun des modules passent, et ben on continue à remonter la flèche et on va aller aux tests d'intégration. Les tests d'intégration vont nous tester tous les modules entre eux. Tous les modules, donc ça veut dire que ça correspond un petit peu aux tests au niveau de la conception haut niveau. Et donc si ces tests d'intégration se passent correctement, on va passer aux tests supérieurs, qui sont les tests de validation, qui vont vérifier que les spécifications générales du client sont respectées. Si les tests d'intégration ne passent pas,
à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la conception au niveau. Et donc on va modifier cette conception au niveau, et donc on va prendre un court-circuit, là c'est la flèche vers la gauche, entre test d'intégration et conception architecturale, et on va prendre un court-circuit, on n'a pas besoin de remonter jusqu'en haut, jusqu'à la recette, pour refaire toutes les étapes intermédiaires de la conception, si on s'est juste aperçu qu'il y avait un problème dans les tests d'intégration. S'il y a juste un problème dans les tests d'intégration, on va juste changer la conception architecturale. Par contre, une fois qu'on aura changé la conception architecturale, on est obligé, ça a forcément une implication sur la conception détaillée, et donc du coup forcément sur le codage aussi. Donc à partir du moment où on a pris une flèche vers la gauche, on est quand même obligé de recommencer tout le bas du V qui correspond. D'accord, et de remonter à droite. Et lorsqu'on a remonté tout en haut à ce qu'on appelle la recette, ça veut dire qu'on a vérifié que notre logiciel correspondait bien aux besoins qui avaient été analysés à l'origine, les besoins du client. D'accord? Donc ça marche du coup encore mieux que le cycle itératif, qui lui-même marchait mieux que le cycle en cascade. C'est pas mal, c'est beaucoup utilisé, mais il y a encore un petit problème. Qui est dommage dans la conception logicielle, parce qu'une conception logicielle, ça a des propriétés particulières, c'est que ici, il est dommage que finalement, il n'y a que la version toute finale, donc c'est que lorsqu'on est remonté jusqu'à la recette, c'est-à-dire que toutes les conceptions et tous les tests ont fonctionné, qu'on a un logiciel qui tourne, qui est fonctionnel et qui peut être utilisé par le client. Donc c'est uniquement à la toute fin de la phase de développement du logiciel que le client est capable d'avoir quelque chose qui tourne entièrement du coup avec toutes ses fonctionnalités et qu'il peut l'utiliser. C'est un petit peu dommage, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de cette manière-là. C'est un petit peu dommage puisque finalement, lorsqu'on fait du logiciel, on est capable de faire des choses un peu plus rapidement. Donc on est capable quand même d'avoir du logiciel qui s'exécute sans avoir à attendre tout ça, de passer par toutes ces phases. Et donc ça, c'est la méthode de conception suivante, qu'on appelle la méthode en spirale, le cycle en spirale, où l'idée, c'est d'avoir des versions, encore une fois, hein, donc, voilà, où à chaque fin de cycle de la spirale, on a une version, et que le contenu de chacune des versions du logiciel, hein, qui est du coup fonctionnel à la fin de chaque cycle de la spirale, est exécutable et donnable au client et sur lequel le client peut faire un retour. Donc du coup, on va implémenter de manière successive ce cycle-là. Chacun des cycles est codé avec un cycle lui-même en V. Donc en fait, c'est plein de cycles en V qui sont créés autour d'une spirale. Donc en gros, si vous avez la petite figure là colorée, le bandeau violet qui est tout en bas, c'est lui-même un cycle en V. Et le bandeau bleu qui est au-dessus, c'est lui-même aussi un cycle en V. Donc en gros, ce sont des cycles en V qui sont enchaînés, mais où en fait le besoin qui est donné va être écrit de manière incrémentale. Donc on va en fait être capable d'avoir un logiciel fonctionnel, enfin fonctionnel dans le sens où il s'exécute et il fait des choses très vite, d'accord? Et c'est juste que on aura au début très peu de choses qui seront à l'intérieur du logiciel, mais on en aura un qui sera là et qui fonctionnera. Et plus ça va aller, et plus on va rajouter des fonctionnalités dans notre logiciel, et on va avoir un logiciel de plus en plus complet, mais au fur et à mesure. Et comme ça, on va revenir vers le client, vers le spécificateur des besoins, on va dire de manière générale, beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Et ça va nous permettre d'avoir un logiciel qui est beaucoup plus robuste et qui correspond beaucoup mieux à ce que le client veut et qui est aussi beaucoup plus flexible aux modifications qui vont pouvoir être apportées si changement de technologie ou changement de langage ou changement, etc. etc. Et donc du coup, cette méthode de conception, qui n'est pas forcément spécifique au logiciel quand même, il y a d'autres disciplines qui l'utilisent, lorsqu'on l'applique à l'informatique et au développement logiciel, à un nom particulier, on appelle ça la méthode agile, parce que c'est le nom qu'on lui donne. Donc c'est une méthode qui est un cycle en spirale, et qui est spécifique au développement informatique. L'idée principale, je vais le redire plusieurs fois là dans les slides qui vont suivre, mais l'idée principale, c'est que le client, le demandeur, la personne qui spécifie les besoins, est impliqué énormément dans ce processus. Donc contrairement au cycle en V où finalement il intervient au tout début pour spécifier les besoins et à la toute fin lorsqu'il récupère le produit fini,
Ici, dans la méthode agile pour le développement logiciel, le client, ce demandeur-là, est impliqué très 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 souvent, le plus souvent possible en fait, de manière générale. Et donc au minimum à la fin de chaque cycle. Donc cette méthode agile, elle permet une très grande réactivité aux demandes du client et surtout au changement des demandes du client. Ça, c'est aussi un petit peu ce qui a été constaté dans le développement logiciel aussi, c'est que les demandeurs de logiciels changent très rapidement, souvent d'avis et d'envie. Et donc du coup, il faut forcément une méthode qui va avec et qui permet d'avoir cette agilité, d'où le nom de la méthode aussi. Donc une très grande réactivité aux demandes du client et au changement des demandes du client qui dans le développement informatique est très constant. Elle est beaucoup plus aussi pragmatique que d'autres méthodes traditionnelles, donc elle s'intéresse vraiment, elle est assez bas niveau dans le sens où il y a presque rien de plus important dans la méthode agile que d'avoir un logiciel qui fonctionne. Donc c'est basé très pragmatique. Il faut en permanence avoir un logiciel qui est exécutable, qui fait des choses, d'accord. Donc du coup c'est très bas niveau, c'est très pragmatique. C'est vraiment un objectif prioritaire dans la méthode agile. Et elle vise particulièrement donc la vraie satisfaction pardon, du besoin du client. Et c'est en impliquant ce client évidemment de manière régulière dans le processus de développement qu'on va s'assurer qu'il est satisfait. Et l'impliquer dedans, dans le processus et de manière régulière, va permettre de vraiment être capable de vraiment retirer ce que vraiment quel est le vrai besoin du client. Le problème aussi avec des contrats un petit peu préétablis où on va utiliser un document formel qui va spécifier le besoin du client, c'est que le client a dû du coup mettre en forme par écrit ce qu'il voulait et qu'il faut c'est sujet à interprétation et par les personnes qui vont récupérer ce document-là et écrire les codes et les fonctionnalités qui correspondent, alors que c'était peut-être juste mal décrit, mal écrit ou mal pensé par le client. Et donc du coup au final il se retrouve avec quelque chose qui était finalement pas ce qu'il voulait. Alors que si le client est impliqué et a une vision, un retour très très régulier sur ce que le logiciel fait, et ben, il va être capable de rectifier ou d'ajuster par rapport à ses besoins de manière beaucoup plus régulière et on va perdre beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent pour tout le monde. Dans cette méthode agile, il y a plusieurs choses, plusieurs concepts différents. Il y a un premier concept qui est le concept de valeur, donc un certain nombre de valeurs associées à cette méthode-là. Donc il y en a 4, il y a l'équipe, l'application, la collaboration et l'acceptation du changement. Quelques mots rapides, parce que l'idée c'est pas forcément de donner beaucoup de détails sur ces méthodes-là non plus, hein, c'est juste l'idée générale. Dans la valeur équipe de la méthode agile, la communication entre les membres de l'équipe de développement est critique, fondamentale. Il est hautement privilégié d'avoir une équipe de développeurs qui sont pas forcément très très bons, mais qui communiquent très bien, plutôt que d'avoir une équipe de très très bons développeurs, mais qui ne communiquent pas du tout entre eux et qui refont plusieurs fois la même chose ou même font des choses qui sont en conflit. Et donc où il y a forcément du coup une perte de temps énorme qui va être faite. Et donc finalement, une équipe de développeurs un peu moyens, mais qui s'organise très très bien, en communiquant très très bien, va être beaucoup plus productive qu'une équipe de bons programmeurs qui ne se parlent pas. L'application, donc il est vital, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, mais donc on le voit ici que c'est une vraie valeur fondamentale, primordiale dans la méthode agile, c'est qu'il est vraiment vital que l'application fonctionne toujours en permanence. Donc à chaque cycle et même à chaque étape du cycle de développement, il faut que l'application fonctionne toujours. Il ne faut pas forcément qu'il y ait l'entièreté de toutes les fonctionnalités décrites dans les besoins du client qui fonctionnent en permanence, mais il faut que l'application fonctionne en permanence, elle, par contre. Ça passe aussi du coup par la documentation du code et sa mise à jour. D'accord? Donc à chaque fois que quelque chose est changé dans le code, il faut mettre à jour sa documentation. Ça c'est quelque chose dont vous avez sans doute pas encore bien l'habitude, mais que vous allez avoir à faire dans cette UE-là, parce que c'est très important et on voit que c'est vraiment une valeur importante dans la méthode agile. La collaboration, donc encore une fois, donc le client doit collaborer avec l'équipe de développement, il va fournir un feedback qui est de manière continue avec l'équipe de développement.
exactement pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure, donc on le retrouve ici. Et l'acceptation du changement, c'est que du coup, il faut faire en sorte que le logiciel, et donc en particulier son architecture, sa structure, et sa planification doivent être flexibles. Donc on doit être capable, on doit s'assurer au plus, c'est pas forcément évident à faire, hein, mais on doit s'assurer au plus que le logiciel doit être capable d'avoir des changements et des changements un peu assez profonds sur la conception du logiciel même. Au minimum être capable du coup de faire évoluer le logiciel en fonction de la demande du client et du changement de la demande du client tout au long du projet, mais voire un peu plus que ça, et de faire des vrais changements un peu plus fondamentaux dans la conception elle-même. C'est pas forcément facile à faire, mais c'est une des valeurs de la méthode. Un autre concept, deuxième concept de cette méthode-là, ce sont les principes. Donc il y a les valeurs et les principes. Il y en a plus que ce que je vous ai écrit ici, il y en a un peu plus d'une douzaine en tout, dans des documents un peu officiels qui décrivent la méthode. Je vous les mets pas tous, je vous en mets certains ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit finalement. Le but est de satisfaire le client en livrant de manière très tôt dans le développement, dans la phase de développement, mais aussi de manière très régulière des logiciels, des versions de logiciels qui sont utiles, utilisables, que le client peut exécuter même s'il n'y a pas tout, mais sur lequel il peut faire des retours et du coup faire des des modifications de manière beaucoup plus facilement. Il faut encore une fois accepter le changement le plus possible et donc être capable de l'accepter et le prendre en compte. Souvent dans les gros logiciels, il y a des équipes des équipes différentes. Donc il y a des équipes de front-end, de back-end, des artistes, il y a plein de métiers différents finalement dans le conception logicielle. Donc toutes ces équipes de métiers un petit peu différents doivent collaborer de manière très étroite et communiquer de manière très régulière, souvent quotidienne. Ça peut pas forcément quotidienne, mais au moins hebdomadaire en général dans la plupart des entreprises, afin d'empêcher qu'il y ait des problèmes plus tard et de s'apercevoir qu'on a travaillé 2 mois pour rien parce que les deux équipes n'ont pas su communiquer suffisamment bien. Bâtir le projet autour de personnes motivées, bon ça c'est assez classique quand même. La méthode la plus efficace pour transmettre l'information, ça reste évidemment de parler directement entre les personnes. Alors, face à face, donc dans le contexte actuel, on va dire par visio, ça marche aussi. Un logiciel fonctionnel, c'est encore une fois la meilleure chose possible, la meilleure le meilleur objectif pour être sûr d'avoir quelque chose qui va fonctionner à la fin. Ça vous permet de vous assurer que le projet fonctionne et progresse. Et est toujours fonctionnel après avoir ajouté toutes les fonctions, des fonctionnalités de manière régulière. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous assurer qu'à la fin vous avez quelque chose qui fonctionne bien et qui est complet. Bon, je passe un peu vite sur celles d'après, mais vous voyez, j'espère que vous voyez un petit peu la philosophie qui est derrière cette méthode-là. Premier petit bilan sur ce qui vient d'être dit. Que le cycle soit long ou court, alors en entreprise, hein, le cycle en spirale, donc une spirale, ça va prendre 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça dépend un petit peu du logiciel, de la manière de travailler de l'équipe, etc., de la taille de l'entreprise. En tout cas, toutes ces méthodes-là là, qu'on a vues, elles se basent toutes sur des documents un petit peu formalisés. Alors, même si dans les méthodes dites agiles, l'aspect formel d'un document est un petit peu moins, et du coup moins importante que d'avoir un logiciel fonctionnel en permanence et une communication avec le client très régulière, ça n'empêche que on va quand même passer par des documents écrits formalisés pour toutes ces choses-là, parce que juste faire les choses à l'oral, ça suffit pas. Un petit exemple illustratif très simple, c'est que dans le développement logiciel, il y a un turnover quand même des équipes de développement qui est assez grand. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de toucher à ça plus ou moins proche, mais c'est vrai que les équipes de développeurs, ça va, ça vient, des gens qui arrivent, des gens qui repartent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des SS2I, qui viennent sur des contrats, qui repartent, etc. Donc ça bouge beaucoup. Donc du coup, pour être capable de maintenir un petit peu le logiciel à flot et que
et que on n'arrive pas à un moment donné où personne ne se rappelle plus de ce que fait quel bout de code n'importe où nulle part, on est obligé d'avoir des traces de tout. Et donc du coup il faut garder ces traces-là, et ces traces vont être mises dans des documents un petit peu formels, pour être capable que chaque nouveau programmeur qui arrive dans l'équipe puisse être capable de se mettre à jour de manière un peu autonome quand même, sur ce qui existe dans le logiciel et autour du logiciel. Donc du coup, une équipe de développement va produire de manière permanente, avec l'évolution du logiciel, ce qu'on appelle un cahier des charges, donc avec ce qu'on appelle aussi un diagramme des classes. Je vais y revenir juste après pour vous dire ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est un document qui formalise un petit peu du coup les besoins du logiciel, et comment on va l'implémenter. Le code lui-même du logiciel évidemment, qui est de manière très générale et systématique en entreprise, géré par une base de données de code, donc du versionning, des logiciels de version de code. Vous utiliserez aussi ça, vous, de même que le cahier des charges. On utilisera, nous, Git pour ça, et donc la forge de l'université. La documentation du code qui va avec, évidemment, chaque fois que vous changez quelque chose dans votre code, vous allez changer la documentation de votre code, et vous le ferez aussi. Et on verra également ensemble un petit outil numérique bien pratique qui s'appelle Doxygene, qui permet de générer automatiquement de la documentation de code. Alors, quand je dis ça génère automatiquement la documentation, ça génère automatiquement le document formel dans lequel est contenue la documentation du code. Ça ne vous génère pas la documentation. Il va falloir quand même vous-même, vous, concepteur du code, faire la documentation de ce qu'il y a à l'intérieur du code. Ça ne le devine pas pour vous quand même. C'est pas aussi intelligent que ça. Par contre, ça va générer le document, le ou les, d'ailleurs, ça peut générer le document sur plusieurs formes différentes, un PDF, un site web, des choses comme ça. Et donc ça va générer automatiquement ces documents-là à partir de la documentation que vous allez vous-même écrire dans le code. Et donc vous allez faire tout ça. Donc ce que fait typiquement une équipe de développement, avec la mise à jour de versions du code, vous allez aussi le faire dans le cadre de cette UE-là et de votre projet en particulier. Alors, ce cahier des charges, quelques mots sur son contenu et à quoi il sert. Donc c'est un document qui vise à définir de manière la plus exhaustive possible toutes les spécifications du produit, donc ici du logiciel. Il va indiquer également ce qu'on appelle les modalités d'exécution, donc comment est-ce que vous allez vous faire en sorte que vous allez être capable d'atteindre toutes ces spécifications. Les objectifs à atteindre, aussi vise à bien cadrer toutes les missions que vous allez identifier. Le prestataire, lui, doit anticiper et être capable de freiner toutes les exigences du client qui souvent, pas tout le temps, qui souvent n'est pas informaticien. Donc vous, en tant qu'informaticien, on va dire que vous vous placez dans le cadre de la personne, du maître d'œuvre, ici, de la personne qui va réaliser les travaux, la personne qui va effectivement écrire le code. Vous savez ce qui est faisable de manière raisonnable dans un logiciel ou pas. On va dire que c'est vous qui avez l'expertise de ça. Donc il ne faut pas forcément hésiter dans ce dialogue permanent avec le client, mais également aussi au début, lors de l'établissement d'un cahier des charges, de discuter et de se mettre d'accord sur ce qui sera à l'intérieur du logiciel, de ne pas essayer de prévoir des choses que vous savez qui sont juste pas faisables. Certains clients, en particulier non informaticiens, donc n'ont pas idée de ce qui est faisable et pas faisable, ont souvent des exigences qui sont juste irréalistes, donc il ne faut pas oublier voilà, de rester expert là-dessus et d'être capable de dire ce qui est faisable et pas faisable, à la fois pour ne pas vous engager à devoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est ça l'idée. Au final, souvent, ce cahier des charges, c'est un vrai document formel et contractuel. C'est-à-dire qu'il peut même être utilisé dans des mentions légales, dans des procédures légales. Donc c'est vraiment le contrat entre le client et le prestataire de service, donc ou
voilà, le développeur du logiciel. Donc attention, parce que souvent ce document a une valeur légale. Donc il faut faire quand même assez attention à ce qu'il y a dedans. Le contenu possible, en tout cas le contenu là que vous allez dans lequel vous allez vous inspirer pour faire le vôtre, pour le projet. Plusieurs chapitres. On peut imaginer dans un premier chapitre de présenter le projet, donc le logiciel pour vous ici évidemment, le contexte dans lequel la demande est faite, la personne qui vous fait la demande, ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, quel genre de client c'est, voilà, enfin, etc. L'historique, s'il y a un historique de collaboration entre le client et le prestataire, enfin, toutes les choses qui donnent un cadre explicatif à la présence du besoin de ce projet en particulier là. Ensuite, dans un deuxième chapitre, la description de la demande en elle-même, donc définir les résultats que le projet doit atteindre, les fonctionnalités du logiciel, si c'est un logiciel, donc les résultats et les fonctionnalités. Dans un troisième chapitre, la description des contraintes, alors donc plutôt évidemment pour le prestataire, hein. Donc c'est le coût, voilà, le budget qui est associé, le coût, le budget, la durée de développement, le nombre de personnel qui va être nécessaire, etc., etc. Dans un chapitre 4, qui est le plus gros des chapitres, le plus détaillé des chapitres, hein, qui est le déroulement le plus détaillé possible du développement du projet, donc pour nous du développement logiciel, définir les grandes étapes du projet, découper cette réalisation, ces étapes du projet en tâches, et pour chacune de ces tâches, d'être capable de définir les ressources qui vont être nécessaires, d'expliquer ce qu'elle doit faire et puis comment, de manière haut niveau, elle va le faire, et de finir en disant que cette tâche va être finie lorsque un certain livrable sera fait. Le livrable, ça peut être quelque chose d'un truc une forme assez concrète, genre le code machin va être produit, le document truc sera écrit, on aura testé cette chose-là, etc., etc. Donc c'est un vrai livrable un peu concret. Et également dans cette partie-là, également, toutes ces tâches qui ont été décomposées, il va falloir les planifier dans le temps. Et aussi attribuer évidemment les personnes aux tâches, etc. Donc avoir une planification, une synchronisation la plus précise possible de toutes ces tâches dans le temps. Et puis d'éventuels annexes si besoin. Petit exemple, pour vous donner, alors ce qui n'est pas du tout du développement logiciel, voilà, comme ça vous donne un autre exemple. On verra dans le TD sur les conceptions logicielles, du coup on en verra un exemple avec du logiciel. Mais imaginez ici que le projet soit un projet de construction d'une ligne rapide, de train rapide entre Lyon et Milan. Le client sera donc la SNCF et on imagine que vous êtes le prestataire en charge de ce projet-là. Le contexte décrit ce que c'est que cette société, SNCF, blablabla, etc. La description de la demande, le résultat ou les résultats visés, ça va être d'être capable d'avoir construit un train rapide entre Lyon et Milan. Et on écrit pour tous et tout le temps, et on va voir que ça se traduit en termes de fonctionnalité, en disant que on veut que la durée du trajet soit inférieure à 2 heures, donc ça veut dire, en fonction on connaît la distance entre Lyon et Milan, que la vitesse moyenne doit être supérieure à 300 km/h. On veut qu'il y ait un train au moins toutes les heures, ça c'est le tout le temps des résultats. Et le pour tous, c'est on va dire qu'on veut avoir un coût du billet moyen inférieur à 50 euros et on veut avoir deux classes deuxième classe et première classe de wagons. Donc ça, on peut imaginer, voilà, c'est la description de ce qu'on veut avoir, les fonctionnalités entre guillemets de ce qu'on veut avoir. Dans un troisième chapitre, on va décrire les contraintes. Donc, on veut que le budget total soit inférieur à 10 millions d'euros sur les fonds propres du prestataire, enfin fournis par le client, c'est ce que le prestataire demande, et une subvention de l'État de part de 5 fois plus grande, parce que l'État, on lui demande beaucoup pour ce genre de projet-là, de 50 millions d'euros. La durée de développement, on veut que tout ça se soit fini pour dans 2 ans, parce que il y a des Jeux Olympiques à Milan et qu'on veut être capable d'avoir cette liaison entre Lyon et Milan.
Le chapitre 4 va nous présenter le déroulé de ce projet-là. On va du coup décomposer ce projet et donc en tâches, donc ces objectifs et c'est d'atteindre cet objectif-là, en décrivant un certain nombre de tâches. Donc une à une, on va les décrire. Et on va dire par exemple que la tâche numéro 1 va être de construire les rails, d'accord, parce qu'on n'en a pas assez en stock, donc on va construire des rails. Et le livrable, ce sera les rails physiques eux-mêmes, hein, qui seront construits, qui sera du coup réalisé. Donc cette tâche sera finie, on aura livré cette tâche lorsque les n rails, donc on ne connaît pas, c'est pas très important, mais on imagine qu'on aura défini n, les n rails qui seront entreposés dans l'entrepôt machin quelque part en France. Et ensuite, donc on a une deuxième tâche qui est la pose de ces rails. Le livrable, donc, qui nous dit qu'on a fini la réalisation, c'est lorsque les 600 km, il y a 600 km à peu près, de rails entre Lyon et Milan seront posés. Donc de manière contiguë. La tâche numéro 3, ça va être de concevoir la locomotive. La locomotive, on imagine qu'on a envie d'avoir un nouveau modèle de locomotive, encore plus performant que les précédentes. Et donc cette tâche numéro 3, qui est la conception, hein, juste la conception, son livrable, c'est d'avoir fini le plan de la locomotive. Donc c'est un document qui va décrire le plan de la locomotive. Donc ce sera réalisé quand voilà, le plan sera là et qui respectera toutes les contraintes. La tâche numéro 4, ça va être par exemple de construire la locomotive, d'accord, après avoir conçu ces plans-là. Le livrable, c'est j'en ai construit une. La tâche numéro 5, ça va être la conception des wagons, parce qu'on imagine qu'on va aussi concevoir des wagons différents de ce qui existe déjà. Le livrable, c'est qu'on aura les deux plans des wagons des deux classes différentes. La tâche numéro 6, ça va être de construire les wagons. La tâche numéro 7, ça va être de tester la locomotive à grande vitesse sur les rails ou une portion des rails. Ce sera fini lorsqu'on aura effectivement atteint l'objectif d'avoir fait un test où la locomotive aura bien une moyenne de 300 km/h sur les rails. Et puis on imagine qu'on aura plein de tâches qui vont se suivre et puis qu'il y en a énormément parce que c'est comme un gros projet tout ça et qu'on en a 129 en tout, pourquoi pas. Et donc voilà, donc on va décrire toutes ces tâches et tous ces livrables dans le document, dans le cahier des charges. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de les planifier dans le temps. D'accord. Donc une fois qu'on a identifié des tâches indépendantes, on va essayer de les planifier dans le temps. Donc on va les représenter dans ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Donc du coup c'est une visualisation de cette planification. Donc on va planifier les tâches et les livrables. On peut y mettre aussi les livrables. Du coup, ça va nous demander d'avoir une estimation du temps nécessaire pour pouvoir exécuter chacune des tâches. Et ça nous demande également de connaître la dépendance entre les tâches. Si l'une commence nécessairement après une autre, ou si une autre peut commencer n'importe quand, etc., etc. Donc il y a deux informations vitales, il y a l'estimation du temps que chacune des tâches prend et l'interdépendance entre les tâches. On peut aussi y inclure, en plus de ces tâches et de ces livrables, ce qu'on appelle des milestones, des points d'achèvement. Ce sont des points dans le temps où on nous dit ah ce serait quand même bien qu'après 6 mois on ait tout ça qui soit atteint. C'est pas un livrable, c'est pas quelque chose qui nous dit ok lorsqu'on a fini ça, lorsqu'on a livré ça, cette tâche là est finie. C'est pas ça. C'est un endroit dans le temps, voilà, un screenshot dans le temps. Tac, on prend à cet instant-là. Ce serait bien. Il faudrait qu'on ait tout ça d'avoir atteint, d'accord. Et on essaye de faire en sorte de l'atteindre. Pour notre exemple là, donc du coup dans notre cahier des charges, on mettra quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit là, qui est on a un tableau. Donc c'est notre diagramme de Gantt là. Hein, c'est un tableau en fait à deux dimensions où sur chacune des lignes du tableau, on a une tâche. Donc il y a autant de lignes qu'il y a de tâches. Donc ici, il y en a 129, du coup, des lignes. Et ensuite, dans les colonnes, dans les deuxièmes dimensions, on a le temps qui est écoulé. Donc ici, en l'occurrence, c'est en mois. Alors j'aurais dû écrire d'ailleurs les unités. Hein, mois. Ah non, c'est écrit tâche / mois, pardon, dans la première case en haut à gauche. Donc on a bien 24 mois, d'accord, parce qu'on veut que tout soit fini en 2 ans. Donc on a bien 24 mois.
Et donc on peut imaginer que la tâche numéro 1 peut commencer tout au début du projet. Donc c'est grisé lorsque on estime que voilà, on va faire des choses dans ce mois-là pour cette tâche-là, et c'est blanc lorsque on dit qu'on ne fait rien pour cette tâche-là. Donc dans le mois numéro 1, on voit bien que le prestataire va à la fois travailler sur la tâche 1, la tâche 3 et la tâche 5, et puis ça se trouve aussi des tâches entre 7 et 129 qui sont évidemment pas écrites ici, elles sont grisées, mais il peut y en avoir qui vont commencer aussi au mois 1. Et puis du coup on s'aperçoit que la construction des rails, on a estimé ça comme étant nous prendre 4 mois. La pose des rails, ça va nous prendre du mois numéro 3 au mois numéro 9. On s'aperçoit du coup qu'on peut commencer à poser nos rails sans nécessairement avoir à attendre que tous nos rails soient construits. Donc c'est pour ça que la tâche numéro 2 peut commencer avant que la tâche numéro 1 soit entièrement finie. Donc on commence au mois numéro 3 à poser les rails, parce qu'on imagine qu'effectivement, on a estimé qu'au bout de 2 mois de construction de rails, on en a assez pour commencer à les poser. La conception de la locomotive, elle, on n'est pas du tout obligé d'attendre que les rails soient finis d'être construits ou même de finir d'être posés pour être capable de commencer à la concevoir. Donc du coup, on peut tout à fait imaginer commencer la conception de la locomotive au mois numéro 1. Par contre, on peut aussi imaginer qu'on ne pourrait peut-être pas commencer au 1 parce que on n'a pas assez de personnel. On peut imaginer que tout le personnel qui est occupé à construire les rails, c'est sans doute pas les mêmes, c'est pour ça que c'est sans doute qu'on peut le faire, serait pris par la construction des rails et ne pourrait pas travailler sur la conception de la locomotive. Mais c'est peut-être pas les mêmes personnes. Donc on imagine qu'on puisse effectivement à la fois commencer la conception de la locomotive tout en construisant les rails. Et la conception de la locomotive prend 3 mois. Et par contre, là, construire la locomotive, on peut tout à fait imaginer qu'on ne peut pas commencer à construire la locomotive avant d'avoir fini sa conception. Je pense que c'est assez raisonnable comme concept ici. Et donc du coup, la construction commence au mois numéro 4, après la fin de la conception. La conception des wagons, elle, on imagine, commencer en même temps que la conception de la locomotive. Encore une fois, ça dépend un petit peu du personnel, parce que là, pour le coup, on peut imaginer que ce sont les mêmes personnes qui vont faire la conception de la locomotive et des wagons. Donc du coup, c'est si on a suffisamment de personnel, et ben on peut faire les deux en parallèle. Sinon, il faudra les faire l'un après l'autre. Donc là, on imagine qu'on en a assez, on est un gros prestataire avec des gros moyens, et donc du coup, on commence la conception des wagons en même temps que la conception de la locomotive, et on peut imaginer que c'est un peu plus facile de concevoir des wagons qu'une locomotive. Donc là, ça va nous prendre que 2 mois, alors que la locomotive, ça va nous prendre 3. Donc du coup, on va pouvoir commencer à construire les wagons un petit peu avant, donc au mois numéro 3. D'accord, et puis le test de la locomotive, on va pouvoir évidemment uniquement le faire que après la construction de la locomotive. Donc au mois numéro 8, lorsque la locomotive est finie, on peut la tester puisqu'on aura un certain nombre de rails, pas forcément tous au mois numéro 8, mais peut-être sans doute suffisamment pour pouvoir tester la locomotive. On aura construit notre locomotive et on aura aussi un certain nombre de wagons, même si on ne les a pas encore tous finis. Donc on sera capable de tester la locomotive avec ces wagons sur un certain nombre de rails. Donc on peut du coup prévoir de faire ce test au mois numéro 8. Et que ça ne dure que 1 mois. Etc. 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 pour les 129 tâches, comme ça, jusqu'au mois numéro 24, où on peut imaginer que la dernière des tâches, c'est de faire une cérémonie d'ouverture de la ligne, qui va arriver dans le dernier mois, au mois numéro 24. D'accord ? Donc, de manière générale, du coup, si on construit un petit peu notre diagramme comme ça, où on met quand même les tâches de 1 à 129 de manière un peu grossière dans l'ordre où les choses devraient être exécutées, et ben on s'aperçoit que notre diagramme de Gantt, du coup, il est un petit peu en diagonale, c'est-à-dire qu'on va avoir des tâches qui sont réalisées un peu autour de la diagonale de cette matrice 2D là, et on va avoir les premières tâches vont être les premières réalisées, donc les premières planifiées, et puis les dernières tâches qu'on a écrites dans notre document de cahier des charges vont plutôt être les dernières réalisées. Donc, du coup, on aura plutôt un bandeau de gris autour de la diagonale de ce tableau 2D. D'accord ? De manière grossière, on va dire, ça ressemblera à ça. Et finalement, donc l'exemple final, là, donc, dans notre cahier des charges, on peut imaginer des annexes avec ici par exemple des données financières sur le projet, les différentes allocations des différents partenaires associés à ce projet-là, etc. Donc voilà. Évidemment, vous, c'est pas des choses qui seront à voir pour vous.
Donc voilà pour ce premier cours. Petit bilan, hein, évidemment, rappelez-vous que vous allez avoir à faire tout ça, c'est aussi ça qu'il faut que vous reteniez, en plus quand même des différentes méthodes de conception qu'on a vues. Vous allez avoir à écrire un cahier des charges pour votre TP de projet. Vous allez avoir à, du coup à écrire, décrire votre projet, le décomposer en tâches, écrire le diagramme de Gantt de votre projet, donc essayer de faire une planification, une prévision du temps que ça va vous prendre, chacune des tâches à réaliser. Il y a de très grandes chances que ce soit une prévision qui ne soit pas forcément exactement correcte, ce ne sera pas exactement ça que vous ferez. Ça n'est pas grave du tout, c'est même normal. Il y a assez peu de chances que vous ayez encore suffisamment de recul et d'expertise dans la conception logicielle pour être capable de savoir combien de temps vont vous prendre le codage de vos fonctions. C'est normal, vous n'avez pas encore assez d'expérience pour avoir ce ressenti-là. Donc c'est tout à fait normal que essayez de faire quelque chose, faites une prévision. Et si ça vous prend plus de temps ou moins de temps, c'est pas très grave, mais essayez de prévoir de manière à peu près raisonnable ce que vous pensez être capable de faire. Donc vous allez avoir à faire ça, donc le cahier des charges avec la description des tâches et le diagramme de Gantt. Vous allez aussi avoir à documenter votre code et à générer la documentation de manière automatique. Et vous allez aussi avoir à faire du versionning, de la gestion de versions de code. Et ça, on en reparlera bientôt dans un autre cours. Voilà.